Madame, monsieur, bonsoir. Parmi les objectifs du nouveau modèle de développement, celui de baisser de moitié le coût de l'énergie, notamment pour les industries énergivores, et ce, à l'horizon 2035. Il est vrai qu'actuellement, le coût de l'énergie au Maroc pénalise fortement la compétitivité de son tissu industriel. Alors comment atteindre cet objectif? Quelle réforme possible de la politique énergétique du Maroc? Ou comment quadrupler la part du renouvelable d'ici 15 ans? Des questions parmi d'autres que nous adressons ce soir à une experte internationale de l'énergie, de ses stratégies, de ses investissements et surtout de ses financements. Elle est l'une des membres de la commission spéciale sur le modèle de développement. Leïla Ben Ali est mon invitée ce soir sur Question Écho. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Manama au Bahreïn, donc Leïla Ben Ali, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Bonsoir Leïla Ben Ali, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija Ihsan, comment allez-vous? Très très bien, je vous remercie et j'espère vous aussi. Alors, un peu dans la même démarche que ce rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, si on commençait par un diagnostic, un état des lieux sur la politique énergétique du Maroc, selon bien sûr ce même rapport. Oui, merci beaucoup de cette opportunité de partager avec vous nos réflexions. Alors, en mettant en place, je dirais, là, le diagnostic de ce secteur, nous avons tenu compte de, je pense, deux choses en particulier. D'abord, la nature particulière de ce secteur, justement. Comme vous le savez très bien, Madame Khadija, c'est un secteur qui est intimement lié au développement social et économique. Sans énergie abordable et moderne, vous l'avez dit, pas de développement social, pas de développement territorial et surtout pas de compétitivité économique. Donc, si nous voulons un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle pour l'énergie est une condition nécessaire. Et le deuxième point, qui est peut-être aussi important que le premier, ce n'est pas un secteur qu'on peut se permettre de traiter à la légère. C'est un secteur qui est hautement capitalistique, hautement technologique, fortement réglementé. Vous devrez naturellement lier à la question du rôle de l'État. Ça reste un service public. Vous aurez forcément des monopoles naturels et des actifs stratégiques. Donc, dans plusieurs pays, vous savez, l'énergie est presque une fonction régalienne qui est totalement au-dessus des considérations partisanes, politiques ou même idéologiques. Donc, le diagnostic que nous avons dressé, c'est qu'il y a eu des avancées spectaculaires au Maroc. Il y a eu des réformes assez avant-gardistes faites par le Maroc, je pense, pendant les 20 dernières années, qui ont été portées par certains acteurs, notamment en termes d'électrification rurale, la vision ambitieuse, bien sûr, de Sa Majesté concernant les énergies renouvelables. Et nous voulions vraiment capitaliser sur ces avancées dans le nouveau modèle de développement. Mais en même temps, les principaux dysfonctionnements de ce diagnostic que nous avons relevés parce que intimement liés à cette doctrine d'État fort et de société forte. Je vais vous en citer trois. Alors d'abord, vous avez cette multiplicité assez impressionnante des acteurs qui nous a impressionnés aussi. Vous avez le nombre d'organes de décision, de politique publique, de régulation impliqués directement ou indirectement dans le secteur énergétique marocain aujourd'hui est surdimensionné par rapport à la taille du marché. Donc ces acteurs, ils vont forcément s'opposer, ils vont forcément travailler l'un contre l'autre à un moment. Ils vont même faire prendre à l'État des risques technologiques, de marché que l'État n'est pas supposé prendre. Donc, on peut être un grand pays de l'énergie sans forcément avoir le schéma institutionnel complexe que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est le constat numéro 1. Constat numéro 2, c'est la lenteur, qui découle un petit peu du premier constat aussi finalement, c'est cette lenteur des processus de prise de décision, des décalages, des retards répétitifs entre la conception du cadre législatif par exemple, et dans l'histoire du Maroc, nous avons eu des législations assez avant-gardistes comme j'ai dit, et sa mise en œuvre effective. L'organe de régulation de l'énergie aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle il est faible, c'est que la législation a été conçu et il a fallu attendre 4, 5, 6, 7 ans pour sa mise en œuvre effective. Et il y a aussi cette paralysie par l'analyse où on commandite une énième étude, une énième analyse pour contrer l'analyse du voisin ou contredire l'analyse qui vient d'être faite il y a 3 mois. Donc ça, c'est le dernier constat. Le troisième constat qui me tient à cœur, personnellement, qui m'interpelle le plus parce que j'ai vécu
ces différents cycles des matières premières. J'ai vécu la baisse structurelle des coûts de certaines technologies. J'ai vu des gens faire beaucoup d'argent et des entreprises se mettre en faillite. C'est que la formation des prix de l'énergie aujourd'hui au Maroc reste complètement opaque. Oui. Si les prix se formaient de manière fluide et simple, si on arrive à comprendre les coûts de transaction à tous les niveaux, pas uniquement au niveau des prix de rachat d'électricité par l'ONE par exemple, mais si on arrivait vraiment à dégrouper complètement la chaîne des prix, à simplifier les subventions croisées, et je pense notamment aux subventions croisées avec l'eau, l'énergie au Maroc devrait en théorie être beaucoup moins chère aujourd'hui et non pas plus chère pour les ménages, pour les services et comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, pour les industriels. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut faire table rase et peut-être même remplacer toutes les institutions déjà présentes sur le marché, en l'occurrence, par une agence. Alors, si oui, est-ce que cette agence-là ou cette institution, appelons-la avec un terme plutôt générique, devrait comprendre des éléments de différents départements? Parce que comme pour la question de l'eau, celle de l'énergie, elle concerne beaucoup de départements. Vous avez cité l'industrie, mais pas que, c'est-à-dire quasiment tous les départements sont concernés. Donc, est-ce que vous avez également pensé dans cette commission à la forme, tout comme le fond d'ailleurs, de cette institution que vous proposez? D'abord, je dois clarifier que nous n'avons pas préconisé la création d'une autre institution ou la fermeture d'institutions existantes. Ce n'est pas notre rôle dans le cadre du mandat du NMD dans la mise en place de ce rapport. Après, lorsque nous arriverons à la mise en place du NMD et à l'implémentation, à la phase d'implémentation, là, nous nous attaquerons justement à ces questions-là. Mais dans ce cas-là, il va falloir vraiment arriver à mettre en place les priorités. Qu'est-ce qu'on veut avoir ? Est-ce qu'on veut surdimensionner le parc du renouvelable? Ou est-ce qu'on veut avoir absolument une énergie pas chère uniquement? Est-ce qu'on veut pousser l'énergie dans tous les confins du Maroc? Quelles sont les priorités que nous avons? Alors, nous avons dressé des priorités dans le cadre du nouveau modèle, mais encore une fois, l'énergie est un outil qui est perméable dans toutes les sphères de la société et de l'économie. Alors, et ce n'est pas pour rien si l'énergie est un des 4 paris, des 5 paris stratégiques du nouveau modèle de développement. Ce n'est pas pour rien, avec le secteur financier et le numérique et le savoir. Et le Made in Morocco également. Donc, si on arrive, il faut vraiment voir la chose de manière très intégrée. Mais dire aujourd'hui, voilà, on va créer une nouvelle agence qui va remplacer celle d'avant, non. Moi, je vous dis tout simplement. C'est ce qu'on peut comprendre un peu par le rapport. Alors, parmi les priorités, la souveraineté énergétique, Leïla Benali, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la souveraineté énergétique? Un vaste débat, mais merci beaucoup Khadija, je vais vous la simplifier, la question de la souveraineté énergétique, parce qu'en 2021, c'est une excellente question. En 2021, la question de souveraineté ou de sécurité énergétique, enfin, je dirais comme d'autres questions sécuritaires d'ailleurs, ont complètement dépassé le cadre traditionnel. Alors, il ne s'agit plus uniquement aujourd'hui, alors je vais vous le dire très franchement, il ne s'agit plus uniquement aujourd'hui de se demander comment on va gérer la partie du gazoduc Algérie-Espagne qui tombe sur la souveraineté marocaine cette année. Il ne s'agit plus de se demander comment on va gérer des stocks stratégiques de pétrole. Il ne s'agit plus de se demander comment on va diversifier le mix électrique. Je pense qu'il y a plusieurs outils. La première chose à faire, c'est de multiplier les sources d'approvisionnement pour garantir la souveraineté du Maroc. Vous vous rappelez, on a parlé, je disais qu'il y avait une multiplicité d'acteurs. Absolument. Je préfère qu'on multiplie les options d'approvisionnement. Et c'est pour ça que je parlais de simplification du schéma institutionnel, parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quand vous avez plusieurs acteurs, ils ne seront jamais d'accord sur ces questions-là. Donc, si je prends l'exemple, je vais vous donner l'exemple très simple pour faire très court du gaz naturel. Si je dois résumer la chose très rapidement, le choix implicite du Maroc sur le gaz naturel pendant les dernières années, à cause en partie de la multiplicité des acteurs, ça a été la gestion par volume et par à-coût. On garde le marché intérieur en isolation, on introduit des tranches de volume pour quelques acheteurs,
Le modèle actuel, vous avez principalement l'ONE comme principal acheteur et il n'y a aucune concurrence sur les prix. Donc, vous avez aujourd'hui des industriels qui achètent leur gaz à $10 la BTU, alors que les prix du gaz naturel aujourd'hui sur le marché mondial, 3, 4, $5 au maximum si vous avez un contrat à long terme. On peut aussi décider un autre choix de gestion. En simplifiant les choses. On n'est plus un marché captif, notamment pour les pays voisins, notamment pour les quelques développeurs locaux. Et on ramène du gaz, des molécules du gaz, de là où elles viennent. On permet la centralisation des achats gaz, une agence, achat gaz par des industriels, et on permet une concurrence sur les prix. Et dans ce cas-là, l'industrie marocaine gagnera vraiment en compétitivité à négocier son énergie, dans ce cas-là le gaz naturel, à son juste prix. Et en plus, elle n'aura plus à porter les investissements supplémentaires nécessaires pour transformer ce secteur en producteur, pour se transformer elle-même en producteur. Deuxième point sur la souveraineté ou la sécurité énergétique, et c'est pour ça que je vous parlais de l'histoire des paris, un outil qui devient de plus en plus abordable aujourd'hui, c'est de déployer cette production et consommation intelligente et dynamique de l'énergie. Les smart grids, les smart meters, etc. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire à faire parce que ça pose tout de suite des questions de sécurité également. Donc, ce que nous proposons, c'est d'adopter justement de manière volontariste de nouvelles technologies liées à la digitalisation. Et l'ONE, en fait, y a déjà pensé. Ils ont déjà commencé à déployer des projets pilotes de smart metering dans des endroits particuliers au Maroc. Mais on trace, et j'insiste sur le verbe tracer, grâce à des applications mobiles et il faut de la communication aussi à très haut débit, les habitudes de consommation et de production. Mais cela suppose, c'est un autre état d'esprit. Cela suppose un climat de confiance entre les consommateurs, les producteurs, les opérateurs. Alors la pandémie nous a aidés parce qu'elle a démontré justement l'importance de l'échange de ces données, la gestion de ces données, des informations par les eaux. Mais c'est vraiment pas pour rien que nous avons considéré l'énergie bas coût, bas carbone et le numérique et le déploiement du mobile, des technologies mobiles, comme des paris stratégiques du Maroc. Leïla Ben Ali, le gaz to power, où en est ce plan national? Est-ce qu'il a été aussi une référence? Cette étude qui a été faite depuis 2 ans, il me semble, et c'est le statu quo d'ailleurs depuis. Est-ce qu'on devrait revoir aussi ce gas to power sur les éléments fort intéressants que vous venez de citer? Alors, le gas to power a déjà été remis en question plusieurs fois. Encore une fois, cette multiplicité d'acteurs qui vous font plusieurs études. Alors, mais c'est le statu quo. Power to X, exactement. Enfin, il y a le statu quo, encore une fois, parce qu'on la paralysie par l'analyse. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas me prononcer pour un projet ou pour un autre. Le monde a changé, le monde change rapidement. Aujourd'hui, il y a le Power to X également qui dit, voilà, on va introduire des énergies renouvelables bas coût, mais moi j'insiste sur le fait aussi de pourquoi se priver du gaz naturel, qui est aussi une énergie bas carbone, bas coût, pour justement surdimensionner notre parc électrique et arriver à avoir une énergie compétitive et une industrie compétitive si on veut vraiment faire du Power to X et après pouvoir exporter des produits industriels bas carbone, de l'hydrogène bas carbone, mais là je vois... Nous y viendrons. Nous y reviendrons justement à cette question d'hydrogène vert. Mais quand vous parlez justement de substitution, si on peut l'appeler ainsi, quelles substitutions en attendant le gazoduc nigérian, Leïla Ben Ali? J'insistais sur la multiplication des sources d'approvisionnement et des options. J'insiste sur l'optionnalité. Ce qui m'intéresse, c'est que les molécules soient sur le territoire national à bas coût. Tout le reste après, je dirais, n'est pas important. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il y a des solutions techniques comme les solutions flottantes de liquéfaction de gaz, de regasification de gaz qui existent, qui sont là, qui sont à bas coût. Il y a du solaire PV.
La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est la multiplication des sources d'approvisionnement. Pour faire cela, il faut simplifier le schéma institutionnel pour permettre justement à ces investisseurs privés nationaux et internationaux pour prendre ces risques technologiques et ces risques de marché que l'État ne doit pas prendre. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas à l'État de prendre des risques de marché en pariant, je dirais, sur une source d'approvisionnement, quelle qu'elle soit, que ce soit un pipeline ou que ce soit une source d'approvisionnement mobile. Oui, alors, parce qu'au début, c'est intéressant, Leïla Bnali, dans cette intervention, dans votre interview, au début, vous avez évoqué le rôle central de l'État dans cette question qu'est l'énergie. Et là, vous parlez du secteur privé. Or, si on voit un peu ces partenariats publics-privés en ce qui concerne ce domaine très budgétivore qu'est les énergies, eh bien, on voit que cette machine est en panne. Que proposez-vous pour relancer, pour redynamiser les PPP dans les énergies, notamment dans l'énergie verte ou renouvelable? Parce qu'on compte quand même, selon vous, quadrupler la part du renouvelable à l'horizon 2035. On peut parler des histoires des objectifs chiffrés et du multiplié par 4. Là, on en reparlera. Certainement. Je vais en parler. Mais pour revenir à votre première question sur comment redynamiser les PPP, alors il y a plusieurs choses à faire là-dessus. Un premier prérequis, quand vous regardez les expériences internationales et même l'expérience marocaine sur la redynamisation des PPP sur des secteurs d'infrastructures, comme l'énergie, mais également comme les ports, les aéroports, etc. Je dirais le prérequis numéro 1, c'est la confiance. Et je pense que le Maroc, avec sa stabilité des législations, cette image qu'il projette de leader sur certains sujets, sur certains secteurs, je pense à cette image sur laquelle nous voulons vraiment capitaliser dans le nouveau modèle de développement. Mais il faudrait également rassurer encore plus ces investisseurs privés nationaux et internationaux en leur facilitant les démarches. Donc si on veut vraiment... Par exemple, je ne me prononcerai pas pour le moment sur l'objectif chiffré d'augmentation des renouvelables, mais je dirais si on veut vraiment déployer une certaine source d'énergie, notamment si on veut s'attaquer à la basse tension, je dirais qu'une chose à faire, c'est de déployer, et d'autres pays l'ont fait, une sorte de guichet unique, et on l'a fait aussi sur certains secteurs comme l'automobile et d'autres. Un guichet unique qui aurait vraiment pour objectif de réduire les cycles, d'obtenir les permis plus rapidement, de faciliter la bureaucratie, de bénéficier de crédits d'impôt si on essaye de se lancer là-dedans, de permettre de meilleurs conditionnements de financement, notamment pour le secteur privé national, d'accéder à des pools de financement extérieurs également, de monétiser les certificats verts. Il y a énormément de choses que ce guichet unique pourrait faire. Donc je pense que sur cette histoire de redynamiser les PPP, c'est relativement facile. Alors, encore une fois, relativement facile si on a un schéma institutionnel plus simple et si on arrive justement à regagner la confiance des investisseurs en montrant une transparence sur les coûts et sur les prix. Ça, je pense que c'est essentiel. Il y a cet élément de confiance finalement qui revient tout autant que cet élément de développement dans ce nouveau modèle de développement, Leïla Bnali. Vous faites bien d'insister dessus, on a bien compris. Alors revenons aux objectifs, parlons-en avant que cette interview ne se termine. Quadrupler la part des renouvelables. Est-ce qu'on parle maintenant de nouvelles sources d'énergie? Parlons d'hydrogène vert aussi, Leïla Bnali. Quels sont les objectifs chiffrés ou pas d'ailleurs, mais on préférait que ce soit chiffré, de votre vision de l'énergie à l'horizon 2035? Alors là vous me lancez sur un sujet que j'adore. Alors, déjà, 2035, dans ce secteur et dans le secteur des infrastructures en général, c'est demain et ça se prépare aujourd'hui. Et je vous dis ça parce qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence que je voudrais instaurer dans la fin de cette interview. Alors, au-delà des chiffres, moi je dirais, quand on parle de quadrupler la part du renouvelable dans la consommation totale d'énergie, je ne veux pas me porter à faux par rapport à cet objectif. Je veux juste qu'on sache de quoi on parle. La consommation d'énergie aujourd'hui au Maroc, la consommation finale, c'est à peu près 17-18 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est dominé par 3 secteurs. Vous ferez les maths.
C'est 40% de transport, c'est-à-dire bus, automobile, Mhm. taxi, etc. 23% d'industrie, 20% de résidentiel. Mm. Donc, ce qu'on me dit lorsqu'on me parle de quadrupler la part du renouvelable dans la consommation de l'énergie, moi, ce que je comprends, c'est très bien d'avoir des objectifs chiffrés, mais ce que je comprends, c'est booster la consommation du renouvelable dans le résidentiel. C'est relativement faisable. L'ONE saura très bien le faire. Chez les industriels, c'est une électrification assez ardue du secteur industriel, notamment les industries énergivores qui ont besoin de chaleur, qui ont plus besoin de gaz aujourd'hui que d'électricité. Notamment Et l'acier, en le secteur du l'occurrence, par transport, exemple. Oui. absolument, Mhm. absolument. Et dans le transport, je vous laisse réfléchir aux incidences que cela aura de ce qu'on veut dire par mobilité électrique, sur les taxis, sur les bus, sur les véhicules électriques, etc. Donc, ce qu'on veut dire, c'est vraiment électrifier toute la consommation, presque toute la consommation énergétique marocaine aujourd'hui. C'est faisable, sauf que cela suppose une transformation totale des infrastructures que nous avons aujourd'hui. Donc, je préfère de loin un objectif chiffré en termes de réduction des coûts d'énergie à moyen terme. Et c'est ce que Très nous bien. avons préconisé dans le rapport. Mhm. Dire, voilà, à l'horizon 3 ans, 5 ans, on se porte garant d'une diminution. Alors là, il faudra se mettre d'accord avec toutes les parties prenantes de l'énergie, mais un objectif chiffré en pourcentage, en disant, voilà, le coût de l'énergie pour le consommateur lambda, pour les ménages, pour les industriels, pour les services, diminuera de X% à l'horizon 3-5 ans. Ce sera beaucoup plus simple et on laisse le marché faire son travail, on laisse les prix faire leur travail et on laisse les professionnels de l'énergie se gratter la tête pour amener l'énergie la moins chère et la plus durable pour arriver à cet objectif chiffré pour les industriels, les ménages et les services. Et les moins chers aussi en investissement. Combien cela devrait coûter pour baisser le coût de l'énergie? Alors, normalement, ça ne devrait pas coûter plus cher si on fait les choses dans les règles. Et normalement, quand je vous dis de laisser les professionnels faire leur travail, c'est-à-dire ce sera aux professionnels de ramener les investissements étrangers et privés pour pouvoir aider à faire baisser ce coût de l'énergie sans coût supplémentaire au niveau des marges. Donc, je pense que le programme d'efficacité d'énergie marocain a fait des progrès énormes pendant les dernières années. Donc, il y a une infrastructure qui est là et qu'on pourra utiliser pour baisser les coûts principaux. Alors, je dirais, je ne veux pas avancer de chiffres de capitaux, on a fait quelques simulations, Oui. mais si on arrive à se mettre d'accord sur quel type de source d'approvisionnement, si on ramène par exemple du gaz naturel liquéfié à l'horizon 3 ans, si on déploie du renouvelable solaire PV, du photovoltaïque à l'horizon 3-5 ans au niveau de la basse tension, etc., on peut chiffrer ces coûts-là de manière assez rapide. Mais je ne veux pas m'avancer sur un chiffre aujourd'hui. Je laisserai ça à la mise en place du nouveau modèle de l'énergie pour faire ça. Et si on terminait avec cet élément central de ce nouveau modèle de développement qu'est le citoyen, quel est le rôle du citoyen dans cette nouvelle, ou quel devrait être d'ailleurs le rôle du citoyen dans cette nouvelle politique énergétique du Royaume? Le rôle du citoyen est central parce que justement notre but est d'arriver à donner ce choc de compétitivité à l'économie nationale pour justement pouvoir donc donner plus de travail et d'opportunités d'emploi pour les citoyens. Donc on essaye d'avoir une énergie pas chère et abordable et durable justement pour cela. Le rôle du citoyen aussi se retrouve au niveau des territoires, donc faire arriver de l'énergie dans les confins du territoire marocain pour pouvoir justement permettre aux enfants de faire leur travail, de faire leurs devoirs la nuit, de pouvoir avoir accès à Internet. Et je pense qu'encore une fois, je ne veux pas réinsister sur l'implication de la pandémie, mais je pense qu'elle a accéléré cette urgence de pouvoir donner accès à une énergie abordable à tous les confins du territoire, mais également le rôle du citoyen. Quand je parlais de déploiement de technologies
de traçage de consommation et d'habitude de consommation, c'est aussi de nous dire quel type d'énergie ils voudraient avoir. Le Voilà. but, quand je disais d'avoir des objectifs chiffrés de baisse de coût de l'énergie, j'espère qu'à un moment, on arrivera également à faire baisser le coût de l'énergie dans le budget des ménages. Très bien. À partir de là, voilà. À partir de là, je vous laisse quand même finir. Et à partir de là, je dirais qu'on arrivera à comprendre les choix énergétiques des citoyens. Mais je pense que les citoyens marocains savent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir transporter leurs enfants à l'école, ils veulent pouvoir avoir accès à une électricité pas chère et avoir accès à du gaz butane pas cher aussi pour la cuisine, etc. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on Donc, en fait, ce que vous dites, si on repense justement cette politique-là, cette réforme-là, c'est que peut-être qu'on n'aurait même plus besoin de subventionner le gaz pour les ménages. Si on arrive, alors la question des subventions, alors moi je ne suis pas contre les subventions en tant que telles, il faut juste qu'on sache qu'est-ce qu'on subventionne et pourquoi. Donc, si on subventionne le gaz pour la production, pour la consommation des ménages, surtout les ménages qui sont pauvres et qui ont besoin de ce gaz butane pour se nourrir, il faut le garder. Ce sont des subventions qu'il faut garder. Moi, quand je parlais de transparence sur les coûts de transaction à tous les niveaux, je parlais aussi des transparences sur les subventions. Je n'ai aucun problème à ce qu'on subventionne énormément une partie de la consommation si on sait pourquoi on le fait. Exactement, et cette transparence devrait toucher en fait tous les aspects de l'énergie, parce qu'on n'a pas parlé d'hydrocarbures, mais en effet cela aussi devrait s'appliquer sur ce secteur-là. Beaucoup à dire, mais malheureusement le temps de l'émission est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir d'échanger avec vous, Leila Benali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Question Éco ce soir sur Médien TV. Merci. Plaisir partagé, Hassan. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.